d'être à l'écoute des radios Mali. Il est 9h à Dougouninkoro, région de Ségou, c'est l'heure de votre journal. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce journal, l'ONG Care International apporte le sourire dans plus de 700 ménages vulnérables et chez les déplacés internes dans les cercles de Bla et de Massina. Pendant 12 mois, les personnes vont bénéficier d'une assistance à tous les niveaux. Pendant ce temps, à Mopti, on incite les enfants à la lecture tout en renforçant la capacité des enseignants dans la Venise malienne. Figura Édition apporte des livres dans les mains des enfants en créant des espaces de loisirs appelés Lecture Plaisir. Dans la Confédération AES au Burkina Faso, bientôt l'aéroport de Bobo Dioulasso aux normes de sécurité internationale, tandis qu'au Niger, l'heure est à la formation professionnelle des ouvriers qualifiés pour répondre aux besoins du pays. Hors AES, le Rwanda se retire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Aux États-Unis, Donald Trump, le président américain, décide de ne plus parler à son ancien allié Elon Musk après quelques jours de joute verbale. En sport, on parlera essentiellement de football avec la Ligue des Nations d'Europe qui, de Cristiano Ronaldo 40 ans ou de Lamine Yamal 17 ans, sera sacré ce soir en Allemagne. En attendant, la petite finale opposera la France et l'Allemagne. Alors qu'en tennis, après le sacre de l'américaine chez les dames Coco Gauff face à la numéro 1 mondiale, la biélorusse Arina Sabalenka, place aujourd'hui au choc des titans chez les hommes entre le numéro 1 mondial, l'italien Yannick Sinner, et l'espagnol Carlos Alcaraz, tenant du titre et numéro 2 mondial. Isaac Thionou nous parlera du tennis et de football. Dans Focus Santé de ce dimanche, Ouma Sissé nous parlera du lupus, une maladie rare mais qui fait des ravages dans beaucoup des hôpitaux de nos pays. Alors, c'est quoi le lupus et comment faire face à cette maladie? La réponse sera dans Focus Santé. Voilà pour le sommaire, dans un instant, les détails. Dimanche 8 juin 2025, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Tout d'abord, ce communiqué des forces armées maliennes. Dans le cadre de la grande offensive des défendant visant à protéger les braves populations face aux velléités des groupes armés terroristes cherchant à embrasser la situation sécuritaire et déstabiliser les institutions, les actions de destruction des bases et refuges terroristes se poursuivent. Dans la journée d'hier, des raids aériens ont visé 5 bases que les terroristes tentaient d'installer dans l'ouest du pays. 2 bases ont été rasées à la lisière de la forêt du Baoulé, à environ 40 km à l'ouest de Didjeni. 2 bases détruites à 20 km au nord de Sandari. Une base réduite au centre aux environs de Bafarara et environ 40 km au nord de Aourou dans la région de Kaï. Les opérations de recherche et de destruction se poursuivent. L'état-major général des armées remercie les populations pour leur coopération dans la recherche et la précision du renseignement et leur demande de continuer à partager les informations avec les femmes. Cet autre communiqué, cette fois-ci émanant du ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration, qui informe l'opinion publique que, dans le cadre du Forum international pour le développement des technologies de l'information et de la communication, TIC, qui s'est tenu du 5 au 6 juin 2025 en Russie, une délégation officielle du département a pris part aux travaux du dit forum. Cette délégation est exclusivement composée des cadres techniques pertinents des structures suivantes: le complexe numérique de Bamako, le service de certification et de signature électronique, l'agence des technologies de l'information et de la communication AGETIC, la cellule d'appui à l'informatisation des services fiscaux et financiers, la Société malienne de transmission et de diffusion SMTD, l'Autorité malienne de régulation des télécommunications, des TIC et des postes AMRTP. Le ministère tient à préciser que d'autres personnes ont participé également à ce forum sans être associées à la délégation officielle. Ces dernières ont été invitées par des voix autres que celles de l'État et leur présence ne relève d'aucune mission du département. En conséquence, leur déclaration, comportement ou action n'engage en rien la délégation du ministère ni les positions officielles de l'État malien.
Le ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration reste résolument engagé à faire entendre la voix du Mali dans les forums internationaux à travers une participation professionnelle, technique et immobilière. Je le disais dans les titres, l'ONG CARE International a procédé au lancement officiel d'un nouveau projet intitulé l'ETHER-DI Saint-Caristie, en abrégé LDSC. Le projet vise à apporter une assistance sociale aux personnes en situation difficile dans la région de Ségou, aux personnes déplacées internes ainsi qu'aux personnes vulnérables. Plus de 700 ménages seront touchés par le projet dans les cercles de Bla et de Massina pour une durée de 12 mois. Honoré chez nous pour les détails. L'ETHER-DI Sainte Charity, LDSC, est un projet de CARE International Mali. Il œuvre pour une assistance sociale aux personnes en situation de vulnérabilité. La présente cérémonie consacre le lancement officiel du projet en 4e région, un projet avec une approche multisectorielle. Oumar Diarra, directeur pays adjoint de CARE International Mali. La nature de l'exposition de ces communautés et le niveau de vulnérabilité actuel exige quand même une réponse multisectorielle. La réponse sectorielle, c'est là fâcheux que ça ne répond les besoins que sous une seule facette. Et la réponse multisectorielle, c'est réellement une réponse holistique qui vise à adresser les principaux besoins, à satisfaire les besoins immédiats avec une perspective court et moyen terme, qui veut dire concrètement à répondre aux besoins urgents, leur permettre un peu d'assurer leur relèvement et leur permettre progressivement un peu de renouer avec la résilience. Cette cérémonie de lancement a pour but de partager les informations clés du projet avec l'ensemble des parties prenantes afin de garantir leur appropriation du projet et leur rôle dans sa mise en œuvre. Albaka Aga Amarizak, préfet du cercle de Massina. Cette action s'inscrit dans le cadre de l'appui des personnes déplacées et aux ménages hôtes vulnérables dans la région de Ségou. La région de Ségou, comme vous le savez, et en particulier les cercles de Bla et Massina, font face à des défis humanitaires majeurs. Déplacement massif des populations dû à l'insécurité, perte des moyens d'existence ou de subsistance, changement climatique et tensions sociales. Dans ce contexte, ce projet arrive à point nommé. Le projet l'ETHER-DI Sainte Charity touche 750 ménages vulnérables, dont 600 personnes déplacées internes et 150 autres vulnérables pour une durée de 12 mois. Ces interventions concernent les cercles de Bla et Massina. Ségou, Honoré Tchénou Karamo Traoré pour l'ORTM. De la cité des Balanzans, Ségou, direction la Venise malienne à Mopti, où le livre dans les mains des enfants pour la promotion de la lecture et l'amélioration des apprentissages, c'est le nouveau projet intitulé et mis en œuvre par Figura Édition sur le financement de la coopération suisse. Il s'agit d'organiser des espaces modèles de lecture plaisir, former des enseignants des écoles à l'utilisation des livres reçus, former les volontaires communautaires issus des communautés de gestion scolaire à la gestion et à l'animation scolaire. Depuis Mopti, Bintou Tatou Tchenta. Une pièce sans livre est comme un corps sans âme, dit-on. Figura Édition vient d'implanter 40 bibliothèques et former des enseignants dans 40 écoles dans les régions de Bougouni, Sikasso, Koutiala et Mopti. À travers un jeu concours de lecture synchronisé, la formation des mots, la formation des phrases, les élèves du premier et second cycle ont rivalisé. Mamadou Sissoko, directeur de l'Académie d'enseignement de Bougouni. Le livre est un outil pédagogique extrêmement précieux dans lequel se trouvent, n'est-ce pas, infolder toutes les informations. Donc c'est à ce seul prix que les enfants pourront quand même se perfectionner à hauteur de souhait. Mahamar Aguissa, directeur de l'Académie d'enseignement de Sikasso. La formation est plus que primordiale parce que la formation permet, c'est surtout la formation continue. Donc ça permet aux enseignants de renforcer leurs capacités. Ces activités d'installation de bibliothèques, de formation des enseignants, des agents communautaires à la formation des livres reçus permettront aux bénéficiaires de se familiariser avec les livres et développer un amour pour la lecture. Amadou Abdoulaye Sissé, directeur de l'Académie d'enseignement de Mopti. Celui qui apporte une bibliothèque apporte le savoir et le savoir-faire, participe sans nul doute à la construction du savoir de demain, nos enfants. Avoir des initiatives d'espace culturel, de encore renforcer la capacité des enseignants, je pense que ça nous renforce davantage aussi dans notre mission de tous les jours qui est redonner à l'école son image d'antan. Nyari Fatoumata Keita, écrivaine, éditrice, Figura Édition. Notre objectif, c'est 2000 bibliothèques d'ici à 2035, 2000 bibliothèques scolaires, pour que nos enfants cessent d'être éduqués
instruire à côté du livre. Parce que l'essentiel du savoir se trouve dans le livre, il faut aller avec le livre, éduquer nos enfants avec le livre. À retenir que le programme Le Livre dans les mains des enfants pour la promotion de la lecture et l'amélioration des apprentissages LIMPLA est financé par la coopération suisse, initiée et mise en œuvre par Fugira Édition, Mopti, Bintou Tatou Tienta et Jakalia Traoré pour l'ORTM. Nous restons sur le fleuve Niger après la Venise. Nous prenons maintenant la direction de la capitale des Trois Caïmans. Vous l'avez compris, il s'agit de Bamako. Allez, nous vous emmenons sur le haut marché d'Ibidani pour voir le visage de Bamako et des Dabanani, soit les 4 grandes portes de la capitale. Depuis après la fête, la direction des services urbains de voirie et d'assainissement, dans le cadre d'une journée de salubrité, a décidé d'assainir les lieux. Aliou Abdoulaye Touré y était. Après l'effervescence de la fête de Tabaski, le décor du célèbre marché d'Abanani de Bamako, cependant, à la veille de chaque fête, la direction des services urbains de voirie mène des opérations d'assainissement le lendemain des fêtes. Le lieutenant-colonel Sekouba Traoré est directeur des services urbains de voirie et d'assainissement. Les périodes de fêtes sont des périodes de production de grandes quantités de déchets. Alors donc pour pouvoir prendre ça en compte, il va falloir renforcer les moyens, il va falloir renforcer les équipements. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes passés de 2 camions matin et soir au niveau du boulevard du Peuple à 5 camions matin et soir. Donc il y a eu 3 camions de 12 roues de plus que d'habitude. Le directeur des services urbains de voirie a compris l'adage selon lequel un environnement de vie sain dépend nécessairement d'un assainissement adéquat. Pour atteindre cet objectif, un effectif d'une 60aine de personnel est mobilisé. Il est composé d'une équipe de chargeurs et de 2 équipes manuelles. Composé de 20 manœuvres chacun qui sont en train en tout cas d'évoluer, c'est-à-dire la machine fait un ratissage, mais la machine ne peut pas tout prendre en compte. Donc ces 2 équipes manuelles sont là pour faire passer en tout cas la main au niveau des coins et recoins pour pouvoir assainir complètement la chaussée. Le but de l'opération est de faire en sorte que le boulevard puisse être débarrassé de tout ce qui est déchets solides après la période de la fête. Toujours sur ce même boulevard, commerçants, grossistes, détaillants, familles environnantes, chacun vient déverser ses ordures tout au long du trottoir. Pourtant, la protection de l'environnement et la promotion de la qualité de la vie sont aussi un devoir citoyen. Hama Meiga est superviseur à la direction des services urbains de voirie et d'assainissement. Les déchets viennent, par exemple, à côté de nous, il y a des gens qui vendent des légumes, il y a les vendeurs de chaussures, les vendeurs ambulants, les gens qui vendent des habits, donc avec les sachets plastiques, les sachets d'eau, surtout les sachets plastiques qui salissent Bamako. C'est la fête de Tabaski. Les gens sont égorgés partout. Il y a les déchets des animaux, il y a les vendeurs des herbes, tout ça là. Donc nous sommes obligés d'assainir Bamako, car c'est notre devoir. Après les opérations d'assainissement, le boulevard du Peuple affiche un visage plus rayonnant, avec une circulation plus fluide. AES Actualité. Actualité de l'AES au Burkina Faso, les travaux de modernisation et de sécurisation de l'aéroport international de Bobo Dioulasso vont bientôt débuter. Les résultats de l'étude ont été présentés au ministre d'État en charge de la mobilité 2 semaines après les études commandées par l'État du Faso. Fidel Sow de la radio du Burkina Faso nous fait découvrir les conclusions de l'étude. Des experts dans le domaine des activités aéronautiques venus du Sénégal, du Niger et du Burkina Faso ont mené une étude de sécurité dans la ville de Sia pour les travaux de réhabilitation de l'aéroport international de Bobo Dioulasso. Pour le gestionnaire des aéroports du Burkina Faso, Saturne Bikenga, cette étude de sécurité est un impératif avant le démarrage des travaux. C'est un panel d'experts venus de divers horizons, de diverses spécialités qui ont travaillé pendant 2 semaines et
qui ont fait appel à des retours d'expérience pour pouvoir donner des livrables qui nous permettent, au-delà de ce qui se passera à Bobo Dioulasso, d'exporter cette expertise dans d'autres pays et pour d'autres projets similaires. Ce que nous retenons déjà, c'est la dynamique d'ensemble et qui a permis que nous puissions anticiper cette étude de sécurité qui est un préalable au démarrage des travaux. Organiser un tel panel dans le cadre de l'étude de sécurité pour la réhabilitation d'un aéroport a tout son sens selon le ministre d'État Émile Zerbo. Il faut dire que les études de sécurité sont d'abord des prescriptions de l'Organisation de l'aviation civile internationale, mais aussi d'un certain nombre de textes, des règlements aéronautiques du FASO, parce que on ne peut pas toucher à un aéroport comme on touche à un marché. Quand on doit faire des réalisations sur un aéroport, il faut bien faire des études de sécurité. Les résultats de cette étude seront transmis à l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC pour validation. En attendant, au Niger, le ministre de l'Enseignement et de la Formation professionnelle et technique, professeur Farmo Moumouni, a visité les centres de formation de métiers et collèges d'enseignement technique à Bermo, Gadag-Béji et Azakor pour s'enquérir des conditions de vie et de travail, mais surtout former des ouvriers qualifiés pour les besoins du pays. Compte rendu de la radio du Niger, Sanda Nataï. Le ministre de l'Enseignement et de la Formation professionnelle et technique, professeur Farmo Moumouni, le gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général des polices Issouf Maman et leurs proches collaborateurs ont surmonté les difficultés du terrain pour aller à la découverte des centres CET et CFM encore moins performants que ceux antérieurement visités. L'on note certes des efforts de l'État et des partenaires en termes de construction, d'infrastructures et dotation de ces centres en équipement. Mais ces visites, rencontres et échanges ont permis au ministre professeur Farmo Moumouni de relever quelques irrégularités dans l'organisation des examens. À cela s'ajoutent des problèmes d'abandon, de mauvaise fréquentation par les apprenants non résidents qui éprouvent des difficultés liées aux conditions d'accueil, de manque de motivation due à la mauvaise répartition des ressources générées par la production des centres et l'incompréhension entre acteurs. L'on a noté également le problème d'acquisition de la matière d'œuvre insuffisante et mal gérée et les épreuves parviennent tardivement lors des examens. Avec les responsables des centres, le ministre de l'Enseignement et de la Formation professionnelle et technique, professeur Farmo Moumouni, relayé par le gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général des polices Issouf Maman, se sont apaisantis sur la disponibilité des équipements non utilisés dans certains centres tandis que d'autres en ont besoin et sur la création et la redynamisation des filières qui s'adaptent aux besoins des populations locales dans cette zone à vocation pastorale. Hors de l'AES au Libéria, l'ancien président de la Chambre des représentants du pays, Jonathan Fonati Kofa, a été placé en détention au siège de la police nationale. Il est inculpé avec plusieurs autres élus pour l'incendie au mois de décembre dernier du Congrès. Des développements profondément préoccupants et qui rappellent un chapitre sombre de l'histoire de notre nation ont réagi plusieurs opposants, dont l'ancien président footballeur Georges Opong Weah. Tous demandent sa libération sans condition, ainsi que celle des autres députés mis en cause. En décembre 2024, la capitale Monrovia est le théâtre de manifestations et de soutien à Jonathan Fonati Kofa. Et c'est dans ce contexte qu'un violent incendie endommage le Congrès le 18 décembre. Après une plainte contre lui en avril, la Cour suprême du Libéria invalide la destitution de Jonathan Fonati Kofa, mais il décide de démissionner de son poste de député en mai. Il est inculpé à présent d'incendie criminel, mise en danger d'autrui et tentative de meurtre. Selon le chef de la police, il existe des preuves solides contre lui. L'opposant parle de manœuvres politiques périlleuses pour la stabilité du pays. Au Ghana, un avis de recherche internationale à l'encontre d'un ancien ministre des Finances, Kenneth Ofori-Atta. Cette figure de l'administration de l'ancien président Nana Akufo-Addo est accusée par le procureur spécial ghanéen d'avoir profité de ses fonctions pour son avantage personnel. Au total, Kenneth Ofori-Atta est accusé de corruption dans 5 affaires en lien avec des contrats publics, notamment la gestion désastreuse de la construction de la cathédrale nationale, un projet pharaonique de plusieurs dizaines de millions de dollars qui n'a jamais vu le jour. Dans chacun de ces cas, l'ancien
ministre des Finances aurait tiré un profit financier personnel selon le bureau du procureur spécial ghanéen. C'est en tout cas ce que lui reproche le parquet. Il est actuellement hors des frontières du pays. Une notice rouge a été publiée vendredi par Interpol, la police internationale, à la demande du Ghana pour son arrestation. Une demande injuste selon la défense de l'ancien ministre car Kenneth Ofori-Atta serait actuellement à l'étranger pour raisons médicales. Réunie hier à Malabo en Guinée équatoriale, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États d'Afrique centrale a prolongé d'une année supplémentaire la présidence du président de Guinée équatoriale Teodoro Obiangema. Motif, les tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda alors que la présidence tournante de l'organisation devrait revenir au Rwanda. Aussitôt, le Rwanda a annoncé quitter la communauté économique des États de l'Afrique centrale après ce 26e sommet de l'organisation en dénonçant et déplorant l'instrumentalisation de la CEEAC par la République démocratique du Congo avec le soutien de certains États membres. Par ailleurs, lors de ce sommet à Malabo, la CEEAC a décidé de lancer la zone de libre-échange de la communauté le 30 août 2025. En Serbie, les Serbes se rendent ce matin aux urnes pour des élections municipales très locaux. Ces deux scrutins sont toutefois scrutés de très près et à valeur de test par le parti du président Aleksandar Vučić. Il s'agit de la première fois depuis le début du mouvement de contestation qui secoue le pays que son camp s'oppose à une liste indépendante de candidats. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a suggéré que l'ONU prenne la tête d'un groupe de pays pas impliqués dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine pour tenter de trouver un accord entre Kiev et Moscou. Selon lui, l'ONU peut retrouver un rôle de premier plan dans cette affaire alors que des pourparlers russo-ukrainiens lancés en mai en Turquie patinent depuis le début des négociations. Enfin, aux États-Unis, l'escalade se poursuit dans la querelle entre le président Donald Trump et l'homme le plus riche du monde, Elon Musk. Le président américain a menacé dans une interview hier sur la chaîne NBC News son ancien allié de très lourdes conséquences s'il tenait de nuire à des élus républicains 2 jours après leur violente rupture qui a éclaté aux yeux du monde entier. Il a également fait part de son intention de ne plus vouloir adresser la parole à Elon Musk, bien qu'Elon Musk ait effacé certains des messages qu'il avait publiés jeudi sur le réseau social X, dans lequel il se disait favorable à une destitution du président Donald Trump ou un autre où il insinuait un lien entre Donald Trump et l'affaire Epstein. Le président américain a aussi déclaré sur NBC News qu'il n'avait aucune envie de restaurer sa relation avec Elon Musk, qu'il a traité d'ingrat car sans lui, Donald Trump ne serait pas élu pour son 2e mandat. Générique annonce la page sportive de ce journal et on va parler athlétisme. Ligue de diamant en Rome, l'Américain Trayvon Bromell n'a pas eu d'opposition sur les 100 mètres dans la capitale italienne et la Kenyane Béatrice Chebet a une nouvelle fois impressionné sur 5000 mètres. Et en football, au tournoi Maurice Ravello, pas de match cet après-midi. Les rencontres de la 3e journée commencent demain dans le groupe A. Il y aura Arabie Saoudite, Mali et Panama. En France, ce journal se joue à Toulon en France, alors qu'en Ligue des Nations en Europe, la compétition connaîtra son épilogue ce dimanche. Le match de classement se jouera entre l'Allemagne et la France, juste après le Portugal de Cristiano Ronaldo. L'unusable à 40 ans sera face à la nouvelle pépite espagnole, Lamine Yamal, du haut de ses 17 ans, qui va aller chercher une 2e couronne avec la Roi après le championnat d'Europe des Nations. Les rencontres vont se jouer en Allemagne, en tennis, Roland Garros. La finale des hommes oppose dans quelques heures, précisément à 13h temps universel, le numéro 1 mondial, l'Américain, l'Italien Yannick Sinner, à l'Espagnol numéro 2 mondial et tenant du titre. Isaac Tchenou nous fait le point de l'actualité sportive. Tournoi Maurice Ravello en France, pas de rencontre aujourd'hui. Hier, au compte de la 2e journée de la groupe B, le Mexique a battu le Japon au tir au but 4-3. À l'issue du temps réglementaire, le score était de 1 but partout. Dans l'autre rencontre du groupe, le Danemark a battu le Congo par 2-0. Demain, le groupe A sera à l'honneur à la faveur de la 3e journée. L'Arabie Saoudite accueillera le Mali et le Panama affrontera la France. Ligue des Nations, la compétition connaîtra son épilogue ce dimanche. Le match de classement entre l'Allemagne et la France se jouera d'abord.
Le coup d'envoi de cette rencontre est prévu pour 13h à Stuttgart. Les deux équipes se sont déjà rencontrées 19 fois depuis 1931. Le dernier match entre les deux formations a été remporté par l'Allemagne un 23 mars 2024. En cas de match nul à la fin du temps réglementaire, lors de cette petite finale de la Ligue des Nations, il n'y aura pas de prolongation. Le vainqueur sera alors désigné via une séance de tir au but. Cette règle de l'UEFA n'est cependant pas valable pour la finale qui opposera le Portugal et l'Espagne prévue juste après. Le coup d'envoi de cette rencontre est prévu pour 19h. Cette finale entre le Portugal et l'Espagne propose un choc de génération entre l'exceptionnelle longévité de Cristiano Ronaldo, qui a aujourd'hui 40 ans, et la précocité déroutante de Lamine Yamal, 17 ans. Le premier remportait avec Manchester United la première de ses 5 Ligues des Champions, pendant que le second n'avait pas encore fêté son premier anniversaire. Yamal, à quelques jours de souffler ses 18 bougies, n'en finit plus d'impressionner par sa précocité et sa maturité. Son aisance balle au pied se mêlant à une petite dose d'insolence bien de son âge. En face, CR7 n'a rien perdu de son envie de soulever des trophées la quarantaine passée. Vainqueur de la Coupe arabe des clubs champions en 2023 avec El Nasser, qu'il va d'ailleurs quitter, Ronaldo a remporté la Coupe d'Italie avec la Juventus de Turin en 2021, son dernier sacre en Europe. Contre l'Espagne, il faut remonter à novembre 2010 pour retrouver une victoire lusitanienne en match amical et en juin 2004 à l'Euro à domicile en compétition officielle. La Roi a remporté la dernière édition de la Ligue des Nations au printemps 2023, prémisse de sa domination à l'Euro 2024. À l'époque, Lamine Yamal n'était pas encore dans le groupe espagnol, mais était devenu une pièce décisive de sa sélection un an plus tard. Il est désormais un chaînon essentiel du jeu de l'Espagne. Athlétisme pour terminer, Ligue des Diamants à Rome. Trayvon Bromell n'a pas eu d'opposition sur la courte distance à Rome. L'Américain a décroché la meilleure performance mondiale de la saison sur 100 mètres en 9,84 lors du meeting italien en Ligue des Diamants. D'autre part, la Kenyane Beatrice Chebet, aujourd'hui âgée de 25 ans, a une nouvelle fois donné l'impression que courir à ses allures était facile. Double championne olympique à Paris sur les 5000 et 10 000 mètres, la Kenyane s'est vite débarrassée de la concurrence, dont la recordwoman du monde, Gudaf Tsegay, avant d'écraser la course sur le dernier kilomètre et atterrir à la deuxième place des bilans mondiaux de tous les temps sur 5000 mètres avec un nouveau record personnel de 14 minutes, 3 secondes, 69 centièmes. Focus Santé. Et aujourd'hui, on parle du lupus, une maladie qui affecte plus les femmes que les hommes. Et oui, cette pathologie touche les articulations, la peau et d'autres organes. Il provoque également des lésions sur la peau de la personne touchée. Actuellement, son traitement est uniquement basé sur des pathologies auxquelles le patient se plaint. Pour en savoir davantage, nous sommes allés à la rencontre des spécialistes des os et de la peau. Suivons leur explication dans Focus Santé, une réalisation de Kouma Sissi. Le système immunitaire produit des anticorps qui défendent notre corps contre toute agression. Les anticorps des personnes affectées par le lupus, au lieu de défendre l'organisme, sont plutôt agressifs et attaquent les organes. C'est ce qui provoque des signes lupiques. Sidi Touré, rhumatologue au CHU du Point G. Alors, le lupus, c'est une maladie du système immunitaire qui, au cours de son dérèglement, entraîne des signes assez polymorphes, beaucoup plus au niveau de la peau et des articulations. Quand elle touche les articulations, elle donne des douleurs et des gonflements au niveau des articulations en périphérie. Et ces douleurs surviennent très souvent le petit soir, la nuit et le matin. Souvent, la maladie peut se révéler malheureusement par des atteintes beaucoup plus graves, telles que l'atteinte du rein, l'atteinte du cœur, les poumons. Quelquefois, on peut récupérer certains malades en psychiatrie. Il faudra ajouter aussi aux manifestations, quelquefois, il y a des femmes qui perdent leur grossesse à cause de cette maladie-là. L'une des particularités de cette maladie est l'apparition des lésions et des taches blanches sur le corps. Zita Abibatou Diabakate, dermatologiste en formation. Il faudrait savoir que le lupus se divise en 3 phases. Donc, le lupus aigu se manifeste par un érythème malais. Ce sont des érythèmes au niveau du visage qui prennent les 2 joues, le nez, mais en épargnant les sillons nasogéniens, des érosions buccales
et aussi une atteinte au niveau des dos, des mains. Pour le lupus subaigu, nous avons les lésions, ce sont des lésions annulaires. On a aussi le lupus discoïde, qui est le lupus chronique. Elle se caractérise par des plaques au niveau du visage aussi. Ce sont des plaques érythémateuses. Selon les études, cette maladie n'est ni contagieuse ni héréditaire. Les causes réelles ne sont toujours pas connues, mais les facteurs de risque existent. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent se retrouver dans des facteurs environnementaux. Des chercheurs ont impliqué l'exposition excessive au soleil. Certains médicaments que nous-mêmes nous prescrivons aux malades peuvent éventuellement déclencher le lupus. Souvent, le stress, c'est la mère de toutes les maladies, quelques facteurs génétiques. La prise en charge du lupus est pluridisciplinaire et c'est à long terme. La maladie, quand elle est découverte au décours de plusieurs examens, donc quand on arrive à dire que l'intéressé est lupique, il y a deux volets du traitement. On appelle un volet le traitement de fond, qui sont les médicaments qui sont assez chers, et il y a le traitement symptomatique. Le traitement symptomatique, c'est les médicaments qu'on donne souvent pour calmer la maladie quand elle est en poussée. Elle se soigne, elle ne finit pas. Je rappelle que la Société malienne de rhumatologie, elle s'est fixée comme mission de faire une éducation thérapeutique. C'est dans ce cadre-là que nous avons élaboré depuis 2019 un guide pour aider les malades à comprendre la maladie et pour éventuellement aider nos autres collègues à penser beaucoup plus au lupus quand ils sont devant leurs patients. Sur 10 cas de lupus, 9 sont les femmes. Pour diagnostiquer cette maladie, les patients dépensent au moins 150 000 francs CFA, sans compter les frais de médicaments qui sont aussi élevés. Nous refermons ce journal par une triste nouvelle. L'ancien ministre Ibrahim Ndiaye n'est plus. L'ancien ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, ancien maire du district de Bamako et commandeur de l'Ordre national du Mali, Ibrahim Ndiaye est décédé ce vendredi à l'âge de 77 ans à Tunis d'une suite d'une maladie. Homme d'État respecté, celui qu'on appelait affectueusement Iba Ndiaye a servi son pays avec dévouement et compétence. Son corps sera rapatrié mercredi prochain. Les obsèques sont prévues le même jour chez lui à Banankabougou. En cette douloureuse circonstance, l'ORTM, par ma voix, présente ses sincères condoléances à sa famille éplorée et à ses proches, ainsi qu'à l'ensemble du peuple malien qui perd en lui un serviteur de la nation. Que son âme repose en paix. 9h30 à Dramani, Samégar, Logo-Kakoulou, les localités sont situées dans la région de Kay en première région. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Ousmane Daou, mise en onde Bintou Traoré, réalisation Jafar Cham, mise en ligne Mohamed Koulibaly. Je vous retrouve dans quelques heures, précisément à 13h pour la deuxième édition de Mali Actualité, 13h dimanche. Bonne suite de programme en compagnie de Radio Mali. Bon dimanche à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer. Là où nous sommes, tout le plaisir a été pour nous de vous servir et à très bientôt.